Bonsoir Astrid de Vilaine. Bonsoir. Vous êtes journaliste et écrivaine. Vous publiez ce livre, Harcelé. C'est aux éditions Plomb. Vous avez parcouru la France à la rencontre de femmes âgées de 12 à 84 ans. Des femmes qui vous ont parlé de la violence qu'elles rencontrent au quotidien. Alors, il faut préciser que ce ne sont pas forcément des femmes militantes. Ce sont nos mères, nos filles, nos sœurs. Et vous faites ce constat, Astrid de Vilaine. Vous dites que la situation est bien pire que ce à quoi vous vous attendiez avant de faire ce livre. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai fait ce livre juste après MeToo en me disant il va falloir aller voir dans les campagnes, dans les banlieues, un peu partout en France, dans les petites villes, dans les grandes villes, ce qui se passe vraiment dans le quotidien des Françaises. Parce qu'on a toutes et tous vu le mouvement MeToo, on a tous vu les tweets, mais en fait, il y a beaucoup de Françaises qui n'ont pas vu passer le mouvement MeToo. Moi, j'en ai rencontré pendant cette enquête, ça a été une des surprises, qui ne savaient même pas ce que c'était. Parce qu'elles n'étaient pas sur les réseaux sociaux, parce qu'elles n'en avaient tout simplement pas entendu parler. Et pour autant, elles vivent les mêmes choses, elles vivent les mêmes discriminations, elles vivent les mêmes violences, elles vivent le sexisme, elles en ont conscience. Et du coup, je pense que c'était important d'aller voir au-delà des actrices, au-delà des journalistes, aussi les femmes de tous les jours. Qu'est-ce qu'elles avaient à vous dire? Vous intitulez votre livre Harcelé. Harcelé, ce n'est pas forcément des faits très choquants ou très visibles. Vous dites que ce sont aussi des événements qui peuvent paraître anodins à certains et qui ne le sont pas en fait. Exactement. Par exemple, le harcèlement de rue, il y a beaucoup de femmes que ça ne dérange pas d'être sifflées dans la rue ou d'être draguées dans la rue. Mais il y en a d'autres, et notamment chez les plus jeunes, qui ne le supportent plus, qui disent avoir peur quand elles prennent les transports, qui filment maintenant leurs agressions sur les réseaux sociaux. Et c'est pareil dans le milieu du travail, c'est-à-dire que l'environnement sexiste auquel on a toutes finalement été habituées, eh bien, maintenant, je pense que depuis MeToo, il y a des choses qui ne se font plus. Il y a des choses que les femmes n'ont plus envie de supporter. Et en effet, ça peut passer par des petites choses, entre guillemets, c'est-à-dire des regards trop insistants, des réflexions déplacées, des gestes déplacés. Comme quoi ? Mais qui ne sont pas forcément des agressions sexuelles. Mais par exemple, moi, je me souviens d'un élu très connu, enfin un membre du Conseil constitutionnel, qui, au sortir d'un studio de radio, m'a attrapé les deux joues et m'a embrassé comme si, sur les deux joues, comme si j'étais sa petite sœur, quoi, alors que j'étais journaliste. Et on ne pouvait rien dire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont plus tolérables. En tout cas, je l'espère. Je sais que ça prospère encore dans les entreprises, le sexisme. Mais j'ai constaté sur le terrain que les femmes ne veulent plus, en fait, supporter ces comportements-là. Alors, vous avez vous-même été victime de harcèlement sur votre lieu de travail. Vous l'avez rappelé, vous êtes journaliste. À l'époque où vous travailliez pour la chaîne LCP, vous avez mis du temps avant de porter plainte contre votre agresseur. Pourquoi ? Parce que c'est difficile de porter plainte pour en tout cas pour les violences sexistes et notamment sexuelles. C'est très difficile parce que déjà on a honte, on a envie d'oublier. On minimise même soi-même. Et puis surtout, c'était en 2014, c'était une époque justement avant MeToo où c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, même si c'est encore très difficile aujourd'hui de porter plainte. Vous dites que c'est un gros impact aussi sur les carrières des femmes. C'est ce qu'elles vous racontent. Bien sûr. L'association l'AVFT, qui s'occupe des violences faites aux femmes au travail, dit que 95% des femmes harcelées au travail démissionnent ou sont licenciées ou sont contraintes de partir. C'est ce qui vous est arrivé ? Moi, je suis partie, je ne sais pas si je me mettrais dans ces cas-là. J'avais aussi trouvé un autre emploi, un CDD. C'est vrai que c'était intenable d'être dans la même entreprise que quelqu'un avec qui vous êtes en procédure judiciaire. C'est très compliqué. Mais ce que j'ai vu, en tout cas, et c'est comme ça que le livre finalement est né, c'est que quand j'ai démissionné, comme ça a été médiatisé, j'ai reçu beaucoup de témoignages de femmes qui me disaient « Je vis la même chose que vous. Ça fait 15 ans que je suis harcelée. Mon patron ne veut rien entendre. » Et j'ai reçu une centaine de témoignages de femmes comme ça que je ne connaissais pas. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je leur réponde, il faut que j'aille les voir, il faut que je leur parle longuement et que j'aille enquêter en France. Un chapitre de votre livre est consacré aux violences conjugales, avec des témoignages choquants, des femmes qui ont le visage tuméfié, les dents cassées. Parfois, elles sont violées par leur conjoint. Et pourtant, beaucoup vous disent qu'elles se sentent coupables. Ça revient dans les témoignages. C'est toujours la même chose. Même quand vous êtes agressé dans le métro, très souvent, les femmes vont vous dire « Mais qu'est-ce que je portais comme tenue ?» Elles ont le mauvais réflexe, mais elles l'ont quand même. C'est-à-dire qu'elles se disent « Mais c'est de ma faute. » J'ai cette histoire d'une jeune infirmière étudiante. Son médecin, qui est son professeur, la convoque dans son bureau et lui dit « Est-ce que vous voulez qu'on ait un rapport sexuel ?» Elle dit non, c'est son prof, elle n'en a aucune envie. À partir de ce moment-là, il a commencé à la dénigrer. Parce que très souvent, le harcèlement sexuel se transforme en harcèlement moral. Mais elle, son premier réflexe, c'est de se dire « Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il puisse penser ça ? Est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que c'est mon comportement ?» Et en effet, dans le cas des violences conjugales, c'est encore pire parce qu'on est dans des cas extrêmement graves. Et pourtant, l'égalité homme-femme, c'est la grande cause du quinquennat. 450 millions d'euros sont consacrés à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes sur un an. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Ce n'est pas suffisant. Comment ça se passe à l'étranger, par exemple ? Ce qui est vrai, c'est que le budget français n'est
à mon avis, pas suffisant. Le budget consacré aux droits des femmes, en France, c'est 0,06% du budget de l'État. C'est rien du tout. En Espagne, par exemple, c'est 7 fois supérieur. Et d'ailleurs, le taux de féminicide en Espagne est inférieur également. C'est 44 par an, alors qu'en France, on est à environ 130. Moi, je crois que les mesures, évidemment, il y a de l'argent qui est nécessaire. C'est ce que les associations disent, c'est ce que les services publics qui s'occupent des femmes victimes disent. Mais il faut aussi de la prévention, dès le plus jeune âge. Il faut que, en fait, tous les Français et les Françaises soient au courant. Comment détecter les violences? En fait, on peut tous connaître potentiellement quelqu'un, une femme qui est victime de violences conjugales. Vous parlez de l'éducation du plus jeune âge, et c'est vrai qu'il y a un passage dans votre livre où vous allez à la rencontre d'enfants, et des enfants qui, eux-mêmes, parfois, ont des phrases quand même assez choquantes, comme cette personne qui vous dit, elle a 11 ans, quand je serai grand, je battrai ma femme. Ce petit garçon vous dit ça. C'est courant, ce genre de réflexion? Oui, en tout cas là, c'est-à-dire que c'était la première classe où j'allais, c'est la première chose que j'ai entendue, alors qu'on parlait du football féminin, vous voyez. Donc, ce qu'il y a, c'est que ce petit garçon-là, s'il a 11 ans, il en vient à dire une phrase pareille, quand je serai grand, je battrai ma femme, alors qu'on parle d'inégalité dans le sport, ça veut dire qu'il a dû voir à un moment ou être témoin ou co-victime de scènes de violence conjugale. Et c'est en ça aussi, moi, j'aurais pas pu le savoir avant d'enquêter sur ces sujets. C'est en ça aussi que c'est important de former les professeurs, les encadrants, parce qu'ils peuvent, du coup, déceler une situation de détresse à la maison de ce petit garçon. Après, à l'école, en effet, il y a encore beaucoup de chemin à faire. J'ai aussi entendu, c'est normal qu'une fille se fasse violer puisque les garçons ont des pulsions sexuelles. Un petit garçon en 6e qui disait ça. Donc, il y a du travail. Et en plus, l'école ne joue pas son rôle? Là-dessus, non. Les cours d'éducation à la vie sexuelle ne sont pas dispensés en France, alors que c'est la loi. Normalement, c'est 2 à 3 heures par an. En fait, c'est les professeurs de biologie qui doivent les donner, mais moi, je les ai rencontrés. Ils le disent, ils n'ont pas le temps de le faire. Oui, vous avez rencontré une chercheuse, Fatima Kemilat, qui vous dit on nous apprend à mettre des préservatifs sur des bananes à l'école, mais pas à dire non. Est-ce que, je sais pas, il faut un grand plan sur l'éducation sexuelle, par exemple, comme ce qui est fait pour le harcèlement, contre le harcèlement? Oui, je crois que c'est nécessaire. C'est-à-dire que la notion de consentement, elle est très peu connue chez les jeunes. Et c'est aussi ça la base, en fait, de la lutte contre les violences sexuelles. Si on apprend dès l'âge de 13, 14 ans, enfin à l'adolescence, aux adolescents, ce que c'est que le consentement, ce que c'est que les violences, ce que sont les inégalités, je pense que les choses changeront. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et c'est vrai qu'on a réussi à former les élèves sur, par exemple, la laïcité, le harcèlement scolaire. Ils savent très bien définir ces notions-là, mais les inégalités entre les hommes et les femmes, ils n'en ont pas conscience. En parlant de formation, la même question est abordée dans votre livre, au gré des témoignages, notamment des femmes qui vont au commissariat et qui sont quand même reçues de manière absolument hallucinante, notamment par les policiers qui sont censés recueillir leurs plaintes. Alors, sans généraliser non plus, parce qu'il y a vraiment des policiers qui sont formés et qui sont... Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai été extrêmement bien reçue. Ça arrive encore et il y a beaucoup aussi de policiers qui savent détecter. Mais c'est vrai que, malheureusement, la majorité ne sait pas forcément détecter. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, ce cas de féminicide de cette Corse de 35 ans, Julie Douib, elle avait porté plainte 5 fois au commissariat. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Donc là, il y a une vraie urgence, en fait, à former les policiers. Et puis, pas que les policiers, finalement, ce ne sont pas que les seuls responsables. C'est toute une chaîne aussi de services publics qui doivent les accompagner, les mettre à l'abri, les aider à trouver une place d'hébergement d'urgence, les sauver, en quelque sorte, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Ça existe à l'étranger aussi, des endroits où on porte plainte et en même temps, on vous propose de prendre une douche, de voir des psychanalystes, des psychologues, d'être mieux accompagné, tout au même endroit. Oui, ça, par exemple, sur le cas du viol, je trouve que l'exemple belge est très intéressant. D'ailleurs, l'OMS le recommande. C'est-à-dire que ce sont des centres spécialisés dans les hôpitaux qui accueillent les victimes de viol. C'est vrai que quand vous avez été victime de viol, le premier réflexe, ce n'est pas d'aller dans un commissariat. Quand vous savez qu'à l'hôpital, vous pouvez être dans une zone sécurisée, avec des psychologues, des infirmières, des médecins qui sont formés et un policier formé lui aussi à disposition, entre guillemets, si jamais vous voulez porter plainte, là déjà, on réussirait à, entre guillemets, libérer la parole et aider les femmes à se reconstruire parce que on arriverait à porter plainte plus vite. Et c'est très important dans ce cas-là de porter plainte vite parce que, par définition, il n'y a pas beaucoup de preuves. Une dernière question très rapidement. Il y a, depuis le 1er mars, une proposition de noter les entreprises, une note sur 100 en fonction des salaires, de l'égalité homme-femme, des congés maternité, etc. Bon, un peu d'optimisme quand même. Ça peut faire bouger les choses. Moi, je trouve que c'est très intéressant cette mesure parce que c'est un petit peu ce qu'on appelle le name and shame. C'est-à-dire qu'on pointe du doigt les entreprises qui ne réussissent pas et on montre celles qui, au contraire, font du bien, entre guillemets, à l'égalité. Et ça, je crois que c'est très positif, ça fait partie des choses vers lesquelles il faut aller. Eh bien, merci beaucoup Astrid de Vilaine. Je rappelle le titre de votre livre, Harcelé. C'est aux éditions Plomb. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. C'est dans l'air, c'est dans un instant. Ne bougez pas.